Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de cette dernière semaine de session de travaux à la Chambre des communes, alors que les parlementaires ont maintenant quitté Ottawa pour la saison estivale. Ça a été une semaine marquée par la crise des passeports. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Joël Denis, Althia, Catherine, bonsoir. 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 Alors, la crise des passeports se poursuit de plus belle au pays. Il y a des centaines de voyageurs qui ont dû camper à l'extérieur des bureaux de Passeport Canada dans l'espoir d'obtenir leurs documents de voyage. Plusieurs, on le sait, se sont retrouvés bredouilles, même s'ils ont fait la file pendant toute la nuit, et même des fois plus longtemps que ça. L'opposition à Ottawa dénonce la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. Joël Denis, je vais commencer avec vous. Plusieurs joueurs de l'industrie touristique, notamment, disent que cette crise, elle était prévisible. À quel point c'est embarrassant ce qui se passe en ce moment pour le gouvernement Trudeau? En fait, c'est très embarrassant. C'est presque un œil au bord noir. Et vous savez, la livraison d'un passeport, c'est un service essentiel que doit offrir un gouvernement à ses citoyens. Et ce qu'on a cru comprendre aussi au cours des dernières heures, c'est que le gouvernement Trudeau avait volontairement réduit le nombre de passeports qui étaient émis pendant la pandémie, justement pour dissuader les gens de voyager. Donc, il fallait prévoir un jour que les gens demandaient des passeports avec la réouverture des frontières. Et visiblement, il n'y a pas eu assez de fonctionnaires ou d'employés pour suffire à la demande. Et on se retrouve aujourd'hui avec une crise qui est véritablement très embarrassante pour le gouvernement Justin Trudeau. Oui, en plein début de l'été comme ça, c'est pas évident pour pas mal de voyageurs. Je poursuis avec l'inflation qui atteint des records au pays, 7,7 C'est la plus forte augmentation annuelle enregistrée au Canada depuis 1983, donc depuis près de 40 ans. Aux États-Unis, le président Biden a décidé d'octroyer une pause de taxe sur l'essence aux consommateurs. Le gouvernement Trudeau, on le sait, refuse de limiter. Catherine, est-ce que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, finalement n'aura pas le choix d'aider davantage les Canadiens à lutter contre l'inflation à l'approche des vacances comme ça? Eh bien, si vous me demandez si le gouvernement canadien va suivre l'exemple de Joe Biden, la réponse est non. Ça a été très je sais que le ministre Jonathan Wilkinson l'a dit. Et la raison est bien simple. C'est parce que ça coûte très, très cher au coffre de l'État. On a vu quelques provinces couper les taxes sur l'essence, par exemple. Et à chaque fois, ça coûte là, des millions et des millions de dollars. J'avais fait le calcul avec un économiste, là, à savoir, bon, si on coupait toutes les taxes fédérales pour l'essence, j'inclus là-dedans la TPS, la taxe sur l'essence, mais aussi le prix fédéral sur le carbone. Là, on parle d'environ 30 sous le litre. Si on coupait ça là, à l'ensemble du pays, là, ça coûterait environ là, 1 milliard de dollars par mois, Esther. Donc, c'est énorme et c'est la raison pourquoi là, je pense que le gouvernement fédéral ne suivra pas cette voie-là. Pour le reste, eh bien, on se fie là, finalement sur ce fameux discours de Chrystia Freeland de la semaine dernière dans lequel elle a réitéré les promesses du gouvernement libéral pour combattre l'inflation. Oui, vous nous aviez parlé alors d'opération de relations publiques. Autre nouvelle importante cette semaine, on a appris que durant la commission d'enquête sur le massacre perpétré à Portapique, en Nouvelle-Écosse, que la commissaire de la GRC, Brenda Luckie, aurait pressé des officiers à divulguer le type d'arme à feu qui avait été utilisé lors de cette fusillade, et ça pour faire avancer la législation du gouvernement libéral sur le contrôle des armes à feu. Le ministre Bill Blair a nié qu'il y avait eu de l'ingérence politique de son gouvernement. Mais Althia, à quel point cette affaire, c'est sérieux pour le gouvernement libéral? C'est très sérieux parce que les accusations qu'ils ont essayé de s'ingérer dans une enquête indépendante de la GRC pour, en fait, des raisons partisanes. C'est pas mal, presque aussi sérieux que ça pourrait être. Malheureusement pour les conservateurs qui ont vraiment pressé l'affaire cette semaine dans la Chambre des communes, il manque de temps pour vraiment avoir un débat d'urgence ou vraiment se rentrer dans le sujet. Par contre, ça ne me surprendrait pas du tout qu'il y a des comités, peut-être même plus qu'un, qui vont siéger cet été pour regarder l'affaire. C'est très, très sérieux. Oui, Joël Denis, juste pour conclure là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la police est censée fonctionner de façon indépendante, surtout lorsqu'il y a une enquête aussi importante que celle à Portapique. Et ça met encore en lumière peut-être l'ingérence politique dans les dossiers judiciaires. Rappelez-vous de l'affaire SNC-Lavalin, c'était également une ingérence du politique dans une affaire judiciaire et ça a donné quoi? Ça a mené à une crise politique assez importante et la démission de 2 ministres. Donc, n'écartez pas qu'il y ait des retombées politiques assez importantes à la suite de ces révélations.
Un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, en cette dernière semaine de travaux, je devrais dire, c'est Hockey Canada, qui, comme on le sait, est éclaboussé par des allégations de viol collectif. La ministre Pascale Saint-Onge a finalement suspendu le financement de Hockey Canada. Catherine, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette affaire par la nouvelle ministre responsable, Pascale Saint-Onge? Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est son premier vrai test? Je pense que oui, et je pense que, bon, dans cette... avec ce premier vrai test, en fait, elle montre qu'elle est capable, finalement, d'adopter le bon ton, un ton qui était sobre. Écoutez, elle était en comité cette semaine. Elle a répondu aux questions de l'opposition avec professionnalisme, voilà, avec calme. Vraiment, je l'ai trouvée très, très bonne, en fait. Et écoutez, je pense que le but de la ministre dans cette affaire-là, c'était de ne pas faire les manchettes. Et elle a réussi, vraiment, on s'est concentré sur le problème et elle a répondu aux questions du mieux qu'elle pouvait. Et ultimement, c'était la chose à faire de suspendre le financement d'Hockey Canada, même si, encore une fois, ça fait quand même plusieurs années de tout ça, mais c'était la bonne chose à faire. Et on voit que Mme Saint-Onge, comme ministre, finalement, ne tombe pas dans la même catégorie que ses autres collègues, finalement, qui font les manchettes, là, à peu près à tous les jours et qui embarrasse le gouvernement. Oui, c'est un premier cas de gestion de crise pour elle. Maintenant, sur le bilan de cette session parlementaire, le projet de loi C11 sur la radiodiffusion a finalement été adopté cette semaine. Il y a d'autres projets de loi qui étaient attendus depuis longtemps, comme la réforme de la loi sur les langues officielles, qui vont être de retour à l'automne. Mais par-dessus tout, c'est une session qui a été marquée, il faut le dire, par l'entente entre le NPD et les libéraux. Althia, quel bilan vous faites de cette alliance entre les libéraux et les néo-démocrates? Est-ce que vous diriez que les deux partis y ont trouvé leur compte? Oui, je pense que les deux sont très contents de la manière que ça s'est arrangé. Je dirais même que peut-être les nouveaux démocrates nous ont un petit peu surpris par... leur désir de voir que même dans les comités, ils votent avec le gouvernement, alors contre les autres partis d'opposition, même pour des choses que, franchement, on s'attendrait qu'ils votent avec l'opposition. Je pense aux documents, disons, au comité qui regardait les documents de la Chine. Là, si on se rappelle de l'enquête au Manitoba avec le congédiement de 2 scientifiques. Mm-hmm. Que les nouveaux démocrates avaient supporté au dernier Parlement, mais cette fois-ci, ils ont voté avec le gouvernement. Alors, ça, c'est des petites choses comme ça qu'on dirait que le NPD semble peut-être même un peu enthousiaste de voter avec, je dirais, le leadership du parti du NPD. Semble vraiment vouloir pas causer de bosse, s'assurer que l'entente fonctionne d'une manière des fois peut-être un petit peu surprenante. Oui, ça c'est une nuance qui est importante en effet, Althia. Catherine, je le disais, il y a plusieurs projets de loi qui n'ont pas été adoptés. Quel bilan vous faites du travail du gouvernement pendant cette session parlementaire? Finalement, que c'est tout de même assez difficile qu'on reste quand même dans un gouvernement minoritaire et somme toute, je crois que le bilan législatif du gouvernement jusqu'à présent, parce que ça continue d'évoluer, eh bien, il est assez mince. Encore une fois, pour un gouvernement qui nous a plongé en élection l'automne dernier en nous disant qu'il était urgent d'adopter toutes sortes de réformes, qu'il fallait faire fonctionner le Parlement. Je crois pas que c'est un succès, ce qu'on a vu là vraiment certainement depuis ce temps-là dans la dernière session. On a adopté les mesures budgétaires de peine et de misère. Des projets de loi importants, en fait, se retrouvent là à être débattus cet automne. Alors vraiment, je pense que du côté des réalisations, là, je voyais le leader du gouvernement, Mark Holland, cette semaine, se vanter des réalisations du gouvernement. Franchement, je pense pas que c'est approprié. Je pense que plutôt, on peut parler. Non, c'est pas tellement un succès. Là, voilà. Un bilan qui est mince. Joël Denis, on va terminer avec l'opposition officielle. Les conservateurs qui sont en pleine course au leadership. Les tensions, on le sait, sont vives au sein du parti en ce moment. Et c'est la chef par intérim, Candice Bergen, qui dirigeait les troupes cette session-ci. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de l'opposition officielle? Ça a été un travail honnête, compte tenu qu'il y a une course au leadership qui divise quand même les rangs du Parti conservateur, vous l'avez mentionné. Il y a eu quelques sujets qui ont été mis de l'avant, qui, je pense, revient dans les chaumières du pays, c'est-à-dire le coût de la vie, l'inflation, et aussi, comme Althia l'a mentionné récemment, la controverse entourant ce qui se passe en Nouvelle-Écosse avec l'enquête sur la tuerie de Portapique. Donc, le Parti conservateur, je pense, tire un peu son épingle du jeu. C'est pas un grand succès parce qu'on voit pas que ça bouge dans les intentions de vote, mais je vous dirais, Esther, surveillez ceci.
En septembre, il y aura un nouveau chef. La dynamique sera totalement différente. On peut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus d'agressivité à la Chambre des communes avec l'arrivée potentielle, comme tout le monde le pense, de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur. Donc, ça va changer véritablement la dynamique cet automne. Alors, comme vous dites, la suite au mois de septembre, à la reprise des travaux au Parlement, il va y avoir un nouveau chef pour les conservateurs, en effet. Joël Denis, Althia et Catherine, je veux vraiment, sincèrement vous remercier d'avoir partagé vos lumières avec nous de semaine en semaine pendant cette session parlementaire. Vous nous avez aidé à mieux comprendre l'actualité. Vraiment, merci beaucoup. Bon été à vous tous et toutes. Et je vous dis à la prochaine session. Merci beaucoup. Merci Esther. À la prochaine. Au revoir. Pour le Bloc québécois, cette session qui se termine a été marquée par un choc des valeurs entre Ottawa et le Québec et aussi par des problèmes de fonctionnement du gouvernement fédéral. J'ai discuté du bilan avec le chef bloquiste Yves-François Blanchet. Bonsoir, M. Blanchet. Bien le bonsoir. C'est un bilan plutôt sévère que vous faites au Bloc québécois de cette session qui se termine. Vous parlez d'un choc des valeurs Ottawa-Québec. Qu'est-ce que vous entendez par un choc des valeurs entre les deux paliers de gouvernement? Les Canadiens ont élu un gouvernement minoritaire libéral et le troisième groupe d'opposition, donc ceux qui ont le moins de sièges, c'est le NPD, mais ils se sont mis ensemble et se sont fabriqués une espèce de fausse majorité. Et dès que ça a été construit, les prises de position fédérales qui définissaient une trajectoire de collision frontale avec Québec se sont multipliées, que ce soit sur des affirmations de plus en plus intempestives sur la langue. La loi sur les langues officielles va offrir expressément aux entreprises sous juridiction fédérale de ne pas appliquer la Charte de la langue française avec une alternative un peu bidon, on va se le dire, que ce soit des nominations de postes de très haut niveau unilingue anglophone ou parlant une langue qui n'est pas le français comme langue seconde, que ce soit la volonté affirmée sans complexe d'aller jusqu'à la Cour suprême pour aller contre le renforcement de la loi 101, que ce soit en matière de laïcité avec la prière, on garde une prière demandant à Dieu de protéger la monarchie plutôt qu'un moment de recueillement dont chacun aurait bien fait ce qu'elle ou il aurait voulu faire, ou une contestation jusqu'en Cour suprême de la loi sur la laïcité, les refus des demandes en immigration, les refus des transferts en santé sans conditions centralisatrice d'Ottawa, à peu près tous les dossiers ont mené à des affrontements, plus cette espèce d'attrape-nigo, là. On va ajouter ou on va préserver un siège à 78 au Québec, sachant très bien que les autres provinces vont voir leur nombre de sièges augmenter et que le Québec va continuer à perdre du poids à la Chambre des communes. Ce que vous appelez donc un choc des valeurs entre les deux paliers de gouvernement. Vous avez aussi dénoncé au Bloc ce que vous appelez l'ineptie du gouvernement Trudeau dans la gestion de base des affaires de l'État. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement au juste? Je mentionnerai deux choses ici. D'une part, bon, évidemment, il y a l'actuelle crise épouvantable pour les passeports. Pendant que le premier ministre a l'air, avec une insouciance troublante, de faire sa vie normale, de voyager. Évidemment, pour lui, les enjeux de visa, puis de passeport, puis d'avion, ça n'existe pas. De budget non plus, ça n'existe pas. Les contribuables payent tout ça. Le gros avion, puis tout le monde qui est dedans. Le contribuable normal est en ligne avec une supervision policière, un système de sécurité qui sort les journalistes des lieux où les gens sont en ligne. Il va payer une amende de retard dont il n'est pas responsable puisque le retard est dû au gouvernement et il risque de se faire dire qu'il n'y aura pas son passeport pareil. C'est des gens qui ont économisé pour leur voyage de vacances, voyage pour retrouver leur famille, un peu des deux, et qui vivent une anxiété qui n'a pas de bon sens, plus ceux qui vont prendre des faux billets d'avion, qui vont prendre des billets qui peuvent revendre. Il y a plein de manœuvres et des mensonges grossiers. Le gouvernement savait que ses cibles en matière d'émissions de gaz à effet de serre ne pouvaient pas être atteintes. Ses propres experts le lui avaient indiqué sans équivoque que la séquestration, ça ne marche pas. Ils nous ont affirmé le contraire en toute connaissance de cause. Ils ont prétendu que c'est les corps policiers qui avaient demandé l'application de la loi sur les mesures d'urgence lors des manifestations de camionneurs. On sait très bien aujourd'hui que c'est faux. Il y a plein d'éléments de gouvernance, de principes qui sont très douteux. Je veux revenir avec vous sur la crise des passeports parce qu'on sait que c'est le Québec qui est davantage affecté. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, au Bloc, pour régler ce problème? Bien, tu prends un pas de recul. D'abord, tu planifies. Si tu n'as pas besoin de planification, tu n'as pas besoin de ministre. Les fonctionnaires sont capables au quotidien de faire leur travail. Donc, tu vois venir. Tu sais que le passeport de 10 ans a 10 ans.
Donc, tu as une vague de demandes. Tu sais que pendant la pandémie, les gens n'ont pas demandé de passeport, ils ne pouvaient pas voyager. Donc, il y a une augmentation de la demande au lendemain de la pandémie ou pendant que la pandémie s'estompe et qu'on peut de nouveau voyager. Il y a une planification qui a dû être faite et qui nous met devant le constat que c'est dur aujourd'hui d'avoir des solutions immédiates. On a proposé celle de garder les bureaux ouverts, simplement, toutes les fins de semaine, complètement ouverts, pas un petit peu ouvert, ou pas juste au téléphone, ou pas juste avec un système de numérotation pour réduire les attentes. Le système de numéros aurait théoriquement pu être une bonne idée. Ça n'a pas pris 2 heures que le chaos était pire qu'avant d'instaurer le système des numéros, alors qu'il fallait trouver une façon d'identifier les gens dont c'est le plus urgent et de leur donner en effet des rendez-vous en séquence rapide pour être capable de procéder. Déplacer des fonctionnaires. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose qu'on a dit correct au début, envoyer des gens vers les bureaux de circonscription parce que les bureaux de circonscription ont des canaux plus rapides vers le ministère. En fait, ce que vous nous dites, oui. Ce que vous nous dites, il fallait. Les appels de monde en colère puis en panique. Là. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il aurait fallu finalement accélérer le processus. Il fallait un peu plus vite. M. Blanchette, cette session qui se termine a été marquée d'abord et avant tout par cette alliance entre les libéraux et le NPD au mois de mars pour maintenir donc le gouvernement Trudeau au pouvoir jusqu'en 2025. Vous en parliez il y a un instant d'entrée de jeu. On a eu le sentiment que le Bloc québécois avait été le grand perdant de cette entente. Que vous aviez perdu finalement de votre influence, le Bloc aux communes. Quel bilan vous en faites? J'ai eu cette question-là de nombreuses reprises. Je vais vous dire le contraire. Le Bloc québécois ne peut pas perdre. Le Bloc québécois a 2 mandats possibles. Le premier, porter, faire valoir, défendre les intérêts du Québec. Le nombre de choses qu'on a fait changer en comité ici et là, c'est vraiment important. Les députés ont fait une bonne job. Nonobstant ça, imaginons qu'on a perdu de l'influence dans les décisions du Parlement. Le Bloc québécois a aussi comme mandat de démontrer que le Québec n'a pas sa place dans cette fédération-là et que dès qu'il y a un gouvernement majoritaire, vraie ou fausse majorité, on commence à piétiner les intérêts du Québec, à ne pas respecter la volonté du Québec, à imposer une centralisation à Québec. Et ça, vous savez, cette démonstration-là, ça fait aussi partie du mandat du Bloc parce qu'on pense que les Québécois doivent donner suite à leur réflexion sur une éventuelle souveraineté. Bon. Alors, le gouvernement, présentement, nous aide. Bon, vous parliez de l'ineptie du gouvernement. Il y a eu quand même des résultats concrets au cours de cette session, entre autres le projet de loi C11 sur la radiodiffusion qui a finalement été adopté cette semaine aux communes. Avec l'appui du Bloc québécois, quel est le plus gros gain pour le Québec dans ce projet de loi C11? Il y a plusieurs éléments. Le Bloc québécois s'est fait demander par l'industrie de la culture qui avait une relation assez étroite avec Martin Champoux et que moi je connais pour y avoir œuvré pendant près de 20 ans, un certain nombre de choses, de protection, de découvrabilité, des enjeux qui étaient importants. Et dans la dernière mouture de C11, à la dernière législature, c'est le Bloc québécois qui a amené tous les changements dans la loi sur la radiodiffusion, lesquels changements, tant mieux, ont été gardés par le gouvernement dans cette version-ci qui s'appelle, c'est sexy, C11. Donc, l'essentiel du travail d'amélioration selon les demandes de l'industrie québécoise, ça a été fait par le Bloc québécois. Évidemment, on a voté pour et évidemment, on est content que le ministre ait maintenu dans cette loi-là des demandes qui étaient venues à la fois du Bloc québécois et du milieu des arts québécois. Je veux vous entendre sur les élections qui s'en viennent au Québec cet automne. On sait qu'au Bloc, vous faites le porte-parole à Ottawa des consensus de l'Assemblée nationale, notamment sur les enjeux identitaires. Est-ce que le Bloc va appuyer la CAQ ou le PQ dans cette élection? Le Bloc québécois va appuyer le PQ, ce qui ne veut pas dire que, par exemple, on soit hostile à la loi 96. On pense que ça va passer loin, notamment sur le cégep en français ou les municipalités. Ça ne veut pas dire qu'on ne soutiendra pas des initiatives de la Coalition Avenir Québec en matière de laïcité. Il reste que la grande lacune de la situation du gouvernement québécois actuel, c'est qu'il n'y a pas de levier de négociation. Il peut dire au gouvernement fédéral, je veux ceci, je demande cela, je vous interdis de faire cette autre chose. Sinon, rien du tout. Sinon, rien du tout, parce qu'il n'y a pas de levier, parce que traditionnellement, et ça fait des décennies que c'est comme ça, il y a un mouvement indépendantiste fort à l'Assemblée nationale du Québec. Et si les libéraux ou le fédéral ne veut pas se trouver en confrontation avec une progression des votes ou des intentions de vote pour les indépendantistes, il est obligé d'avoir une certaine écoute. Alors, M. Legault a un peu renoncé à ce levier et je pense que la meilleure chose qui puisse arriver
possible, on va se le dire, le gouvernement de M. Legault à partir de l'automne prochain, c'est une opposition résolument indépendantiste forte qui lui redonnera un levier face à Ottawa, parce que pour l'instant, Ottawa ne respecte pas l'Assemblée nationale du Québec. Il nous reste 30 secondes. On sait que le PQ se trouve actuellement à un creux historique dans les sondages. Certains observateurs prédisent que cette élection, ça va marquer la mort du Parti québécois. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'arrête pas de dire ça. Moi, j'ai commencé à militer en politique en 1987. Le Parti québécois était à peine à plus que 20 dans les intentions de vote et c'était un système très, très bipartite. Donc, c'était la mort du Parti québécois. Quelques années plus tard, on avait un référendum à 50 des intentions de vote pour le oui avec Jacques Parizeau. Alors, les annonces de mort semblent être davantage des souhaits que des prédictions dans un certain nombre de cas. Alors, la suite au mois d'octobre au Québec. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci et bonne saison estivale à vous et au plaisir de vous reparler à l'automne. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, au revoir. Et je le disais il y a un instant, le fait saillant de cette session qui se termine, ça aura été l'entente entre les libéraux et les néo-démocrates pour maintenir le gouvernement minoritaire au pouvoir jusqu'en 2025. J'en ai discuté avec le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir, M. Boulris. Bonsoir, Mme Bégin. Cette entente entre vous, les néo-démocrates et le gouvernement libéral, elle a été annoncée le 22 mars dernier. 3 mois plus tard, est-ce que vous êtes satisfait au NPD de cette entente? Jusqu'ici, les choses vont rondement. On est capable de faire avancer des dossiers importants pour nous, comme augmenter de 500 $ l'aide médicale, l'aide au loyer pour les plus démunis, changer la définition de logement abordable. Ça fait une grosse différence de plusieurs centaines de dollars pour les prochains projets qu'il va y avoir de construction de logements. Puis également, le début de la mise sur pied des soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans dès la fin de l'année. Bon, donc il y a eu des résultats tangibles, selon ce que vous nous dites. Parlons justement de l'assurance dentaire pour les Canadiens moins bien nantis, parce que c'était une de vos demandes principales au NPD. Le premier ministre Trudeau vous avait promis d'avancer dès la première année pour les enfants de familles à faible revenu. C'en est où, justement? Vous savez, quand on a fait l'entente, premièrement, on avait une entente écrite, les gens peuvent aller la voir, puis en plus, on a des mécanismes de vigilance, de surveillance, puis du suivi de l'entente avec des députés des deux partis qui se rencontrent au moins une fois par semaine. Et sur les soins dentaires, pour cette année, c'est les enfants de moins de 12 ans qui sont visés comme première étape. Ce sera les adolescents les années l'année prochaine. Mais on regarde en ce moment d'utiliser des programmes existants de remboursement de frais de soins dentaires qui existent pour certaines communautés autochtones et s'en inspirer pour faire la même chose avec la population en général des personnes les plus démunies puis de la classe moyenne. Bon, si jamais ça ne se concrétise pas, finalement, cette assurance dentaire, si jamais, en fait, le gouvernement ne livre pas la marchandise dans les délais que vous demandez, est-ce que ça pourrait mettre en péril l'entente? Oui, totalement, Mme Bégin. Vous savez, c'est pas un chèque en blanc qu'on a signé jusqu'en 2025. Nous, on a écouté les gens, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens. Les gens nous ont dit retournez à Ottawa, allez travailler, trouver des solutions pour les problèmes qui nous affectent dans notre vie quotidienne, améliorer notre qualité de vie. Et là, c'est pour ça qu'on a mis de l'avant des priorités de programmes sociaux, soins dentaires, assurance médicaments, logement, puis logement autochtone également. Si les choses n'avancent pas, si ça se réalise pas, si les libéraux se traînent les pieds ou font pas ce qui est dans l'entente, il n'y en a plus d'entente, c'est terminé, puis on négociera à la pièce. Mais on voulait essayer quelque chose de nouveau, on a innové, puis on essaie de voir si ça peut bien fonctionner dans l'intérêt des gens. C'est pour ça qu'on est là. Oui, on va voir justement si ça va durer jusqu'en 2025. Je veux vous parler, Alexandre Boulris, d'inflation, parce qu'on apprenait cette semaine que le coût de la vie a encore augmenté au mois de mai. L'inflation s'est fixée à 7,7 Vous, les néo-démocrates, vous avez souvent interpellé le gouvernement pendant la session pour qu'il en fasse plus pour aider les Canadiens à faire face justement à l'augmentation du coût de la vie. Qu'est-ce que vous auriez fait de plus au NPD au cours de la dernière session parlementaire? Oui, puis c'est sûr qu'il faut bien spécifier aux gens que l'entente qu'on a, c'est sur certains points. C'est un plancher, c'est pas un plafond. Ça ne nous empêche pas de jouer notre rôle d'opposition pour proposer d'autres choses, pour pousser les libéraux à faire mieux, et notamment en environnement. Mais là, si on parle du coût de la vie, on a des propositions concrètes. Il y a les banques, les compagnies d'assurance, les pétrolières font des profits records phénoménaux. Et on pense qu'on peut avoir un impôt temporaire sur ces profits excessifs et prendre cet argent-là. Et on a 2 mesures que Jack Meat et l'équipe du NPD ont mis de l'avant. Doubler le crédit d'impôt pour la TPS et augmenter la prestation fiscale pour enfants. Ça donnerait une pause, un répit un petit peu à tout le monde et ça ferait énormément de bien aux gens qui ont de la difficulté à payer leur épicerie ou mettre de l'essence dans leur voiture en ce moment. Oui, mais ça a été une fin de non-recevoir par le gouvernement?
Écoutez, on continue à marteler que c'est la solution qui est la plus rapide, la plus avantageuse, puis la plus juste fiscalement également. Et si les libéraux sont prêts à travailler avec nous, puis sont ouverts, je pense qu'ils vont peut-être comprendre le gros bon sens, mais nous, on lâchera pas le morceau pour leur dire qu'il faut vraiment agir. Puis ce qu'ils font, ce qu'ils proposent en ce moment est nettement insuffisant. Les gens en arrachent là, sur le terrain. Oui, parce que, bon, vous êtes député de la circonscription de Rosemont-la-Petite-Patrie sur l'île de Montréal. C'est un comté qui est réputé pour ses jeunes familles de la classe moyenne. Qu'est-ce qui fait le plus mal avec l'inflation chez vos électeurs? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Vraiment, le panier d'épicerie a augmenté, a explosé. C'est assez phénoménal. C'est pas nécessairement, moi, une circonscription où les gens ont beaucoup d'automobiles. C'est plutôt du transport actif ou transport en commun. Alors, c'est vraiment le panier d'épicerie qui fait mal. L'autre enjeu qui, depuis un certain temps, est là, qui est très préoccupant, c'est la hausse du prix des loyers, les rénovictions, l'utilisation des loyers pour faire des Airbnb. Et là, les gens ont peur qu'avec la hausse du taux d'intérêt, ils vont peut-être avoir de la difficulté à payer leur hypothèque et devoir vendre leur maison. Alors, c'est vraiment l'accessibilité au logement, qu'on soit locataire ou propriétaire, c'est ça qu'on entend souvent. Oui, et c'est des dossiers que vous allez faire avancer à la reprise des travaux? Oui, évidemment, la question du logement va demeurer prioritaire pour nous. Puis les gens de ma circonscription, ben aussi, sont très déçus du gouvernement libéral en ce qui concerne l'environnement puis l'urgence climatique. Alors, c'est vraiment un dossier sur lequel on va continuer à travailler, là, moi puis l'ensemble du NPD. Je vais terminer sur les bons coups du gouvernement maintenant relativement à la guerre en Ukraine qui a été lancée le 24 février dernier. On sait que le Canada a été un des premiers à dénoncer le régime de Vladimir Poutine et à imposer des sanctions contre la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement canadien à la guerre en Ukraine? Sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan du message puis de la symbolique, c'était excellent. Tout était là. Je pense qu'il fallait rapidement se ranger du côté d'une Ukraine démocratique et libre et dénoncer une agression là vraiment barbare de la part de la Russie de Vladimir Poutine. En ce qui concerne les sanctions, c'est pas encore clair qu'est-ce qui est appliqué exactement, quels biens ont été saisis ou gelés. Le gouvernement a tendance à répondre, c'est aux banques et aux compagnies comme bons citoyens à faire leur part. On dirait qu'il n'y a personne au gouvernement qui est vraiment en charge de ça, donc on est un peu inquiet de l'effet concret des sanctions économiques. On en parle, mais on ne sait pas si ça existe pour vrai. Oui. Évidemment, on va continuer à suivre ce dossier au cours de l'été, guerre qui entre dans son 5e mois. Alexandre Boulris, je rappelle que vous êtes chef adjoint du NPD. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle saison estivale. Au revoir. Merci, à vous aussi. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de cette dernière semaine de session parlementaire à Ottawa avant la pause estivale. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.